Jean-Claude Amezen, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes professeur d'immunologie, membre du Comité consultatif national d'éthique et rapporteur du dernier avis du comité concernant les recherches sur l'embryon humain, l'un des sujets les plus controversés de la révision de la loi de bioéthique. Première chose, quel est l'avis du comité concernant les recherches sur l'embryon humain depuis sa création en 1983? Ces questions étaient au cœur de sa réflexion, parce que le comité a été créé en 1983, quelques mois après la naissance d'Amandine, donc du premier bébé qui a été conçu par fécondation in vitro. Et donc une situation dans laquelle l'embryon est séparé dans ses moments initiaux du corps de la mère. Et donc ça a posé toute une série de questions éthiques. Et c'est ce qui a amené à la création du comité. Donc ces questions qui concernent l'embryon, l'assistance médicale à la procréation, le diagnostic préimplantatoire, le diagnostic prénatal, la recherche sur l'embryon et les cellules issues de l'embryon, ont été au cœur des réflexions du Comité consultatif national d'éthique depuis 27 ans, depuis sa création. Le premier avis du comité, le 22 mai 84, est consacré à la recherche sur l'embryon. Et il y a eu 5 autres avis qui ont été consacrés spécifiquement à la question des recherches sur l'embryon in vitro et sur les cellules issues de l'embryon. Et chaque fois, le comité, au fond, a suivi la ligne de réflexion de son premier avis, il y a maintenant 27 ans, qui était de considérer qu'il n'y avait pas de définition valable pour l'embryon, que ce qu'il fallait penser, c'était une conduite de respect à son égard, sans qu'il soit nécessaire de définir un statut de l'embryon. Et puis il y avait cette définition qui a beaucoup fait parler d'elle, de l'embryon comme personne humaine potentielle, qui inscrivait l'embryon non pas dans ce qu'il était, dans ce que la biologie pouvait définir à un moment très précoce, où il est composé d'une centaine de cellules, mais à cette idée de devenir, de développement, qui s'inscrit en plus, c'est la condition même de la fécondation in vitro, dans un projet parental, qui est une condition nécessaire à l'assistance médicale à la procréation. Et ce que le comité a dit, c'est que à partir du moment où on avait créé des embryons surnuméraires, dès le début, qui avaient été cryopréservés depuis 1984, dans le but, dans un souci d'éthique médicale, dans le but, vous savez que le succès d'une fécondation in vitro et d'une implantation, c'est 20% à peu près de naissance. Et donc lorsqu'il y a échec de la grossesse, lorsque le couple veut un nouvel enfant, ou lorsque le couple veut un deuxième enfant, pour des raisons d'éthique médicale, pour ne pas soumettre la future mère à des hyperstimulations hormonales, à des ponctions d'ovocytes qui présentent des risques, eh bien on a décidé de mettre de côté, de préserver des embryons qu'on a appelés surnuméraires, c'est-à-dire en attente d'implantation dans le corps de la mère. Et puis, inévitablement, à partir du moment où on a créé des embryons surnuméraires congelés, s'est posé la question si le couple n'avait plus de projet parental, si le couple se séparait, si un des membres du couple ou les deux décédaient, qu'allaient devenir ces embryons. Et donc, dès le début, il y a eu cette question éthique de l'arrêt de conservation et donc de la destruction possible de l'embryon surnuméraire. Et ça à une époque où il n'y avait pas de recherche sur les cellules de l'embryon. Parce que le début de l'idée qu'on pouvait faire des recherches sur des cellules d'origine embryonnaire, c'est il y a à peu près la fin des années 90. Donc beaucoup plus tard que la conservation des embryons surnuméraires. Et donc ce que le comité a dit en permanence, sous forme de recommandations juridiques, c'est qu'à partir du moment où des embryons surnuméraires allaient être détruits parce qu'ils n'étaient plus inscrits dans un projet parental, eh bien, le comité recommandait qu'on puisse faire de la recherche sur ces embryons ou sur des cellules issues de ces embryons détruits. Le comité considérait que la création d'embryons à visée de recherche, c'est-à-dire dans le seul but de les détruire et de faire de la recherche, était là vraiment une négation, une réification de l'embryon et une négation de l'idée de personne humaine potentielle. Et il recommandait l'interdiction de la création d'embryons à seule visée de recherche. Il proposait une exception qui était lorsque de nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation allaient être mises en place. Il y a un problème éthique entre le respect pour l'embryon et puis le souci de l'enfant à naître. Et donc dans ces circonstances, il recommandait une interdiction avec dérogation à cette interdiction. Donc ça a été la position du Comité consultatif national d'éthique depuis 27 ans, qu'il a réaffirmé
à intervalles réguliers. Comment, d'un point de vue législatif, ces recommandations ont-elles été traduites? Alors, le comité, comme son nom l'indique, le comité consultatif national d'éthique n'est que consultatif. Il propose, il réfléchit, il propose une réflexion. Il peut, dit la loi, en plus de sa réflexion, faire des recommandations précises, ce que le comité, en l'occurrence, a fait. Le législateur ne l'a pas suivi. Et donc, la première loi relative à la bioéthique de 1994 interdisait toute recherche sur l'embryon ou les cellules embryonnaires. Et la deuxième loi relative à la bioéthique de 2004, celle qui va actuellement être révisée, eh bien, l'interdisait avec dérogation. Et donc le législateur est parti d'une autre réflexion et a formulé des lois qui ne correspondent pas en termes juridiques à ce que le Comité consultatif national d'éthique avait proposé. Alors là, le comité vient de rendre un nouvel avis, et puis un avis peut-être un peu plus timoré, peut-être. Quel est ce nouvel avis? Alors, ce que nous avons fait dans ce nouvel avis, c'est de penser que plutôt que de répéter ce que le comité, depuis 27 ans, avait dit dans plusieurs avis, c'est-à-dire des recommandations juridiques précises d'autorisation sous condition de la recherche sur les cellules issues d'embryons surnuméraires détruits, et une recommandation d'interdiction de la création d'embryons à visée de recherche. Ce qui était intéressant, plutôt que de reprendre ces recommandations qui n'avaient d'ailleurs pas été suivies par le législateur, c'était d'essayer de revisiter cette question et de se demander quels étaient véritablement les problèmes éthiques, d'essayer de les faire ressortir, d'essayer de faire ressortir les questionnements et d'aider la société, le législateur, à réfléchir et à trouver la meilleure traduction juridique à ces questions et à ces problèmes éthiques. Et là, le CCNE reprend l'un de ses rôles essentiels, qui est l'animation de la réflexion publique et qui est l'animation du débat public en matière de questions éthiques. Et donc, ce que nous avons fait, c'est de poser la question de savoir où était le problème éthique en ce qui concernait la recherche sur des embryons surnuméraires. Est-ce que c'était la recherche sur des embryons après leur destruction, ou sur des cellules issues de cet embryon après leur destruction qui posait un problème éthique majeur, ou est-ce que c'était pas plutôt la destruction de l'embryon surnuméraire? Et que donc, en considérant que c'était la recherche après la destruction qui posait le problème majeur, qui était transgressif, qui faisait l'objet d'une interdiction avec dérogation, est-ce que ça ne favorisait pas dans la société l'idée que ce n'était pas la conduite, détruire un embryon quand il n'y a plus de projet parental, qu'on ne peut plus le conserver, qui posait un problème, mais que c'était la recherche de connaissances nouvelles qui étaient en elles-mêmes transgressives. Et donc ce que nous avons dit, c'est que protéger l'embryon de la recherche ne le protégeait absolument pas de la destruction. Et donc on a essayé de voir en quoi le fait de mettre l'interdit sur la recherche ne posait pas un problème éthique. Dit autrement, est-ce que c'est la recherche de connaissances nouvelles à partir d'une conduite qui pose un problème, ou est-ce que c'est la conduite qui pose un problème? La deuxième question que nous avons posée, et que le comité consultatif n'avait jamais posée jusqu'à maintenant, que le législateur n'a pas posée, c'est est-ce que des recherches sur des cellules isolées à partir d'un embryon détruit, c'est la même chose ou c'est différent de recherches sur un embryon surnuméraire avant sa destruction? Et il nous a semblé que confondre des cellules avec une entité vivante en train de se développer, qui est l'embryon, c'était d'une certaine façon ne nier l'idée de la personne humaine potentielle. Au fond, ce qui définit la personne humaine potentielle dans l'embryon, c'est son devenir, c'est son développement. Et en ne faisant pas cette différence entre des cellules et l'embryon lui-même, le législateur n'a pas fixé de limite temporelle au temps pendant lequel, à la durée pendant laquelle on pouvait laisser un embryon se développer avant de le détruire. Et donc il nous a semblé important de séparer ces deux cas de figure. Une recherche sur des cellules, ça n'est pas la même chose que une recherche sur une entité vivante en train de se développer, et puis de fixer une limite temporelle, étant donné que cette limite est extensible en fonction des avancées de la science. Et les Anglais ont par exemple fixé une limite temporelle de 15 jours,
début des premières cellules qui vont donner naissance aux cellules nerveuses. Le CCNE, auparavant, avait proposé de fixer une autre limite qui était 7 jours, le moment où on va implanter l'embryon dans le corps de la mère. Donc on n'a pas proposé de limite temporelle précise, on a simplement dit qu'il nous semblait important de préciser cette limite et qu'en ce qui concerne le consentement libre et informé du couple, il était peut-être important de demander au couple s'ils étaient d'accord pour une recherche sur des cellules issues de l'embryon après sa destruction ou sur un embryon avant sa destruction, plutôt que de mélanger les deux situations dans une même question et dans une même réponse. En ce qui concerne la création d'embryons à visée de recherche, nous avons redit ce que le comité a dit jusqu'à maintenant, c'est que c'était la forme de réification la plus absolue de l'embryon. Si on le crée uniquement à visée de recherche et de destruction, c'était d'une certaine façon nier cette notion de personne humaine potentielle. Mais nous avons ressoulevé la question des nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation qui actuellement en France, dans le cadre juridique actuel, ne peuvent pas être développées. Et donc on a posé la question en disant que les questions qui concernent les nouvelles approches, les nouvelles techniques d'assistance médicale à la procréation, qu'il s'agisse de nouvelles techniques ou qu'il s'agisse par exemple de congélation des ovocytes, ce qu'on appelle la vitrification, une congélation rapide qui permettrait de recréer un embryon sans refaire un prélèvement d'ovocytes chez la future mère, de les réfléchir et de les voir comme une situation particulière qui était différente de la création d'un embryon à seule visée de recherche, puisqu'ici il y avait un problème d'éthique médicale qui était le souci de la santé du futur enfant à naître. Et donc de réfléchir profondément à ces questions, éventuellement de réfléchir, parce qu'actuellement il n'y a pas de cadre, aux conditions dont on considérerait, lorsqu'elles ont été réalisées à l'étranger dans un autre pays, qu'elles sont suffisantes pour que ces recherches deviennent une pratique médicale et qu'on puisse à ce moment les transférer en France. Et donc on est dans une espèce de vide. La dernière réflexion qu'on a faite et qui n'avait jamais été faite, mais ça c'est le développement de la science qui a beaucoup changé ces dernières années, que n'avait pas fait le comité auparavant, c'est de dire que les recherches qui sont en plein essor sur les capacités des cellules adultes, ce qu'on appelle les cellules pluripotentes induites, c'est-à-dire le fait qu'une cellule de la peau puisse être transformée en cellule quasiment identique à une cellule embryonnaire, qui ensuite va pouvoir se transformer dans n'importe quelle cellule du corps, que ces avancées ont été vues un peu naïvement comme des réponses éthiques aux problèmes posés par les cellules souches embryonnaires, et que si elles sont en partie une réponse à des problèmes éthiques causés par les recherches sur les cellules embryonnaires, elles n'en poseront pas moins probablement des problèmes éthiques par elles-mêmes. Et en particulier, et on voit les travaux actuels encore il y a quelques semaines, le fait que des cellules de la peau puissent être transformées en spermatozoïdes ou en ovocytes fait que l'utilisation de ces spermatozoïdes et ces ovocytes, que ce soit en recherche ou que ce soit en traitement de stérilité, pose des problèmes éthiques radicalement nouveaux. Le fait que ces cellules puissent être transformées en cellules embryonnaires, pour l'instant pluripotentes, mais pas en cellules totipotentes capables de se transformer en embryon, est sans doute une question de seuil et pas une question de limite infranchissable. Et que donc le jour où l'on réussirait à transformer ces cellules en embryon, se poseraient de nouveau des problèmes éthiques. Donc l'idée, c'est qu'il est bon sans doute de commencer à réfléchir à l'avance aux problèmes éthiques que ces nouvelles recherches peuvent poser un jour, plutôt que d'y réagir après coup, lorsqu'un résultat d'un seul coup va entraîner une espèce de sidération. D'où l'idée que penser aux problèmes à l'avance est toujours utile. On rappelle qu'en 1994, quand la loi interdit toute recherche sur l'embryon, c'était 4 ans avant la découverte des cellules souches embryonnaires humaines, et donc leur utilisation possible en recherche. En 2004, le législateur qui n'avait pas anticipé a transformé cette interdiction en interdiction avec dérogation. Et donc plutôt que de réagir après coup aux avancées de la recherche et aux nouvelles questions qu'elle pose, l'idée, ce que suggère le comité, c'est d'avoir une réflexion prospective, d'essayer d'anticiper. On a souvent l'impression que de réfléchir à des problèmes qui ne sont pas encore posés, c'est perdre son temps. En fait, c'est gagner énormément de temps parce que ça évite les réactions d'urgence au moment où les problèmes concrets apparaissent.
comment concrètement est-ce qu'on devrait réviser la loi de bioéthique désormais? Alors c'est une question qui s'est posée, que d'autres instances ont posée, et je pense à titre personnel, bien que nous n'évoquons pas directement cette question, qu'une réflexion permanente de la société, du législateur, avec une adaptation de la loi quand on pense que c'est utile, est sans doute préférable au fait de réviser à intervalles réguliers tous les 5 ans, en reposant toutes les questions à zéro, et qu'il vaut mieux en fait adapter la loi, comme on le fait dans d'autres domaines, aux nouvelles questions ou aux nouveaux problèmes qui sont survenus, plutôt que de se donner rendez-vous à heure fixe et de se ressoulever toutes les questions. Vous disiez en commençant que la question des recherches sur les cellules embryonnaires et l'embryon était l'une des plus controversées. Je crois que l'une de celles qui est les plus controversées et les plus violemment controversées actuellement concerne une autre question qui est la gestation pour autrui, ce qu'on appelait les mères porteuses. Donc on voit là aussi qu'il y a le surgissement de questions à un moment donné, alors que c'est une question ancienne, et que le fait de réfléchir calmement et d'essayer d'anticiper est sans doute quelque chose qui a ses vertus. Jean-Claude Amezen, merci. Merci à vous.